Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Henri Borland. Bonsoir. Henri Borland, le 21 juillet 1942, votre père, votre frère, votre sœur et vous étiez déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Vous aviez 15 ans. Vous vivrez la Shoah pendant 3 ans, échappant de justesse à la famine, aux maladies, aux chambres à gaz, avant de vous évader en avril 1945. Aujourd'hui, vous êtes le dernier survivant des 6000 enfants de moins de 16 ans déportés à Auschwitz en 1942. Vous dites « Je suis le seul à pouvoir en parler, je n'ai donc pas le droit de me taire ». Henri Borland, rebonsoir. Vous publiez aux éditions du Seuil « Merci d'avoir survécu », un livre témoignage où vous racontez comment vous avez été déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans et l'horreur de la Shoah. Mais reprenons les choses au commencement. Vous êtes né le 5 juin 1927, ce qui vous fait 84 ans. Votre père, Aaron, est un juif russe originaire d'une petite bourgade près d'Odessa, sur la mer Noire. Tailleur de métier, il a déserté l'armée du tsar alors qu'il effectuait son service militaire. Son rêve, c'était la France, où la moitié de la population prenait fait et cause pour la défense d'un obscur officier juif nommé Alfred Dreyfus. À Paris, Aaron rencontre Rachel, juive russe, elle aussi. Ils se marient en 1916, ils auront 10 enfants. La famille Borland ne roule pas sur l'or, c'est la crise des années 30, et vous dites, à partir du 20 du mois, nous achetions du pain à crédit. Donc on était comme tout le monde dans ces milieux populaires où nous vivions. Mais on était heureux. Ouais. Quant à la religion, la famille Borland n'est pas pratiquante, mis à part circoncision, bar mitzvah. Vous dites le sentiment qui prédominait était celui d'être français. Vous étiez français avant d'être juif. Mes parents l'avaient voulu et ils l'ont demandé. Et lorsqu'ils ont obtenu la naturalisation, ils ont été très heureux. Ils étaient si heureux qu'ils souhaitaient que la famille restée en Russie les rejoigne. Pour eux, ceux qui étaient malheureux, c'était ceux qui étaient restés là-bas. Ouais. En août 1939, la menace de guerre se précise. Par crainte de bombardement, vous êtes envoyé donc en Maine-et-Loire. Vous quittez Paris avec votre mère enceinte. Votre père reste dans la capitale. En septembre, vous faites votre rentrée scolaire dans le Maine-et-Loire. C'est là que vous apprenez que le peuple juif est responsable de la mort du Christ. Et en même temps, c'est celui qui fait la classe qui nous apprend à compter, à lire. Ouais. Et donc, on ne met pas en doute ce qu'il raconte. Oui. École catholique. Alors, juin 1940, c'est la débâcle. Votre père rejoint la famille dans le Maine-et-Loire. Il trouve du travail. Et là, vous avez une vie assez heureuse pendant un moment. Heureuse, très heureuse. Oui. Ouais. Alors, un prêtre, le professeur de catéchisme, conseille à vos parents de vous faire baptiser. La religion catholique vous passionne. Vous souhaitez même devenir prêtre. Mais c'est impossible parce que vous êtes juif. Je crois qu'on pensait que personne ne savait que nous étions juifs. Ouais. Et on ne tenait pas à ce que ça se sache. Ouais. On pensait que c'était pas le moment, c'était pas le lieu, c'était pas l'époque. Ouais. Donc vous n'êtes pas devenu prêtre. En 1941, obéissant à la loi, votre père vous déclare comme juif à la préfecture. Il pensait que le fait d'être baptisé vous protégerait. Je le crois, oui. Ouais. Ouais. En 1942, Angers est occupé par la Wehrmacht. La Gestapo s'y installe. Et le 15 juillet 1942, donc la veille de la rafle du Veldiv, un camion se gare devant chez vous. Les soldats frappent à la porte. Ils embarquent tous les juifs qui ont entre 15 et 50 ans. Je venais d'avoir 15 ans, un mois auparavant. Ouais. Mon frère Bernard avait 17 ans. On l'a envoyé chercher dans la ferme où il travaillait. Il est arrivé avec ses sabots aux pieds. Il a été déporté avec ses sabots. Ouais. Ma sœur
Denise, 21 ans, et ma mère qui avait 42 ans. Au début, vous croyez que c'est pour aller travailler, en fait. Le 21 juillet 1942, après 48 heures sous les verrous, votre père, votre frère, votre sœur et vous êtes embarqués dans des wagons à bestiaux, 60 à 80 par wagon, les portes et les fenêtres hermétiquement fermées. Le train mettra des heures avant de partir, de quitter la gare. Il fait chaud, vous ne pouvez même pas vous allonger tellement il y a de monde dans ces trains. Vous n'avez pas du tout conscience à l'époque de ce qui vous attend. On ne pouvait pas imaginer qu'on nous avait arrêtés pour nous exterminer. Le fait que sur l'hélice, c'était seulement ceux qui avaient entre 15 et 50 ans, ça laissait penser que c'était pour aller travailler. Et puis, à un moment, ils reprennent votre mère et ils mettent votre père à la place. Donc, vous vous dites, bah, c'est bien la preuve que c'est pour travailler, parce que sinon, ils auraient laissé maman. Absolument, absolument, oui. Le voyage va durer 3 jours de cauchemar. Vous dites, les gens se marchaient dessus. Il y avait un baquet dans un coin, il fallait faire ses besoins devant tout le monde. Il faisait chaud, le baquet a débordé. Bref, c'était extrêmement pénible à vivre. On était pressés d'arriver. Ouais. Alors, au cours du voyage, j'écrivais un mot que vous jetez par la lucarne. Maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons. Ce mot est ramassé par un cheminot et sera remis à votre maman. C'est absolument extraordinaire et elle vous en parlera à la fin de la guerre quand vous la retrouverez. Malheureusement, ce n'est pas en Ukraine que vous arrivez, c'est à Birkenau. Quand vous arrivez, pas de gare, pas de quai, vous êtes dans la campagne, vous avez d'abord un sentiment de délivrance, parce qu'évidemment, on vous sort de ces wagons, mais très vite, vous réalisez que vous arrivez en enfer. Parmi les soldats, il y a des bagnards, il y a des gens avec ce que nous on appelait les pyjamas rayés. Oui. Donc, on a vraiment un sentiment d'horreur absolue. Alors qu'on était content d'être arrivé, on pensait que c'était la fin du cauchemar. Et tout à coup, ben c'est dramatique, c'est l'horreur, c'est les cris, les coups, les chiens. On crie des ordres dans une langue dont on ne comprend pas un mot. Et déjà des coups. Et c'est la terreur. On est terrorisé, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors les SS font le tri, les femmes enceintes, les vieux, les boiteux. Alors tout ça repart dans des camions. Hein. Là, vous ne savez même pas ce qu'ils deviennent, en fait. Et quand vous arrivez dans le camp, déjà, on vous inspecte nu. La première fois, on a déshabillé devant tout le monde. On est incrédule, on dit c'est pas possible. Et puis les coups commencent à pleuvoir et ceux qui ne se déshabillent pas assez vite reçoivent des coups. Et puis les habits, on doit les mettre par terre. Et il y a des déportés en tenue de bagnard qui ramassent et qui mélangent. On sent qu'on ne les reverra plus. Ouais. Là, vous êtes intégralement rasé et vous êtes tatoué. On vous tatoue un numéro, 51 055, sur l'avant-bras gauche. Voilà. Comme au premier jour. On vous donne des vêtements qui sont en général sales, usés, déchirés. Vous comprenez qu'ils sont passés rapidement à l'étuve, ils sont encore humides. Mais en fait, c'est les vêtements des morts qu'on vous donne. Et là, les soldats vous mettent à l'épreuve. Ils vous mettent en rang, sans bouger, pendant des heures. Et de temps en temps, ils en tuent un. Pour vous montrer que votre vie n'a aucune valeur. On nous dit d'ici, n'ayez aucune illusion, vous ne sortirez que par les cheminées. Et vous avez cette odeur de chair brûlée qui est partout, quoi. Alors les soldats vous épuisent en vous faisant faire des travaux inutiles, c'est-à-dire on vous demande de creuser un trou, et puis le lendemain de le reboucher, puis ensuite de creuser un trou, puis de le reboucher, enfin des trucs qui servent absolument à rien, juste pour vous fatiguer, pour vous crever, quoi. Et toute la journée dehors. Ouais. Là-bas, c'était un climat très continental, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. On doit courir, on est chaussé avec des semelles de bois rigides, avec la toile au-dessus. C'est tout à fait incommode. Et on reçoit des coups parce qu'on s'arrête, on reçoit des coups parce qu'on renverse, on reçoit des coups parce qu'on n'a pas rempli ou parce qu'on ne court pas assez vite. Oui, alors on vous fait agrandir le camp de Birkenau, donc évidemment au prix de centaines de morts. C'est-à-dire qu'on vous demande de construire
la machine qui est destinée à vous tuer. Et les crématoriums et les chambres à gaz. Ouais. Ensuite, vous partez à Auschwitz. Alors, ce qui est le plus terrible à Auschwitz, c'est la faim. C'est-à-dire qu'à midi, vous avez 1 litre de soupe. Le soir, vous avez 200 grammes de pain avec une petite rondelle de saucisson ou un petit peu de margarine. On a faim jour et nuit. La nuit, on rêve de nourriture. Ouais. Et puis, les gens maigrissent à vue d'œil. Et puis, il y a la dysenterie. Alors, ce qui est terrible avec la dysenterie, c'est que vous avez interdiction d'aller aux toilettes, mais ceux qui sentent mauvais sont battus. On est sale, on est couvert de poux. Alors, on a, par moment, on a accès à l'eau pour se laver, mais là aussi, il faut jouer des coudes parce que c'est les plus costauds qui arrivent à l'eau. Et puis, il y a la sélection pour les chambres à gaz. Alors, évidemment, vous avertissez les nouveaux arrivants, mais ils ne veulent pas y croire. Au début, on peut pas y croire. Ouais. Ouais. Ensuite, vous êtes transféré à Ohrdruf, d'où vous finirez par vous évader vous-même, tout seul, avec votre pote Bevin, le 3 avril 1945. Et quand vous arrivez en France, vous réalisez que ce que vous avez vécu n'est pas racontable, en fait, parce que votre récit est proprement insupportable. Vous dites que le cerveau se défend et se protège. Je n'éprouve pas la nécessité de le raconter, parce que j'arrive dans une famille traumatisée. Mon père est mort, mon frère, ma sœur sont morts. Mes grands-parents et les parents de ma mère ont été déportés, sont morts là-bas aussi. Ouais. Une de ses sœurs également. Donc, ils ont souffert, beaucoup. Je ne sens pas utile, ni nécessaire, ni possible de leur dire ce qui s'est passé, parce que ce serait les faire souffrir inutilement. Et donc, en famille, on n'en parle pas. Alors, aujourd'hui, vous témoignez parce que, dites-vous, la Shoah n'a pas vacciné le monde. On avait espéré, on disait plus jamais ça. Et puis, on a, depuis la fin de la guerre, il y a eu d'autres crimes de masse, il y a eu d'autres génocides. Et voilà, je crois qu'il faut continuer à raconter, à dire, à faire savoir. Alors, quand Dieudonné reçoit le célèbre négationniste Faurisson sur la scène du Zénith, vous qui avez vu les chambres à gaz, vous qui avez failli y aller, vous réagissez comment? Mais justement, c'est pour ça que je témoigne, c'est pour ça que les anciens déportés témoignent, c'est pour que les gens sachent et qu'ils ne prennent pas à la légère quand il y a des élections et qu'ils comprennent que Hitler, il a été élu démocratiquement. Absolument. Et que aujourd'hui, le Front National, ce sont souvent ceux qui ont la nostalgie de cette époque, du gouvernement de Vichy, de ce régime. Et on doit se prémunir contre ça. Et il faut à tout prix empêcher le retour. Donc il faut avoir conscience du danger pour éviter que ça se reproduise. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes marié avec une Allemande, anti-nazie, et que vous êtes très heureux avec elle. Je voulais dire ça avant de terminer, la saluer. Merci d'avoir survécu. C'est le titre de votre livre. Voilà. Merci Henri Borland. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.